J'ai fait d'autres films beaucoup plus différents, alors je vais vous en montrer un autre, justement sur la Grande Motte, parce que la première fois que je suis venu à la Grande Motte, c'était... je n'étais jamais venu, en fait, je ne connaissais pas du tout cet endroit, je connaissais que trois images, et puis surtout cette idée que c'était l'endroit le plus affreux pour passer ses vacances en France. Et évidemment, à force d'entendre ça, je me dis ça va être très bien, parce que c'est quelque chose. D'ailleurs, évidemment, ce qui est vrai, c'est que je suis allé là-bas en me disant, c'était la première idée de mon film, c'était, moi je suis parisien, mais je viens d'Antibes, donc de la Côte d'Azur. Et il y a un rapport que je voyais à Paris, des gens qui avaient toujours l'impression qu'ils liaient la Côte d'Azur au Languedoc-Roussillon, et notamment à la Grande Motte. En disant, ça c'est un peu pareil, ça veut dire que c'est l'aménagement, on en a foutu près de la mer, et les grands immeubles, et tout ça, ça confondait tout, ça m'énervait énormément. Et moi je voulais raconter dans le film, quand je suis parti là-bas, c'est que j'avais envie de découvrir, de voir ce que c'est que la Grande Motte, donc de partir avec une caméra, mais aussi d'essayer de raconter. Alors c'était, je ne l'ai pas fait ce film-là, mais je voulais parler de la Côte d'Azur en montrant la Grande Motte. C'est qu'on voit des images de la Grande Motte, mais je parle finalement de l'anarchie de la Côte d'Azur, et de pourquoi la Grande Motte a été faite contre la Côte d'Azur. Moi j'aime les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Mais je trouvais ça assez intéressant de montrer que dans le chaos et dans l'organisation, finalement, il y a des choses parfois qui peuvent se ressembler, parce que les gens, finalement, confondent tout, parce qu'on a dit le gros mot c'est du béton, et quand ce mot est sorti, on met tout dans le même sac, et finalement je ne l'ai jamais fait, parce que je me suis aperçu de ce qui m'intéressait finalement, c'était de parler que de la Grande Motte. Donc j'avais toutes ces images, et je suis retourné 3 ans après, alors je les avais laissées dans le coin, et en me disant qu'est-ce qui m'intéressait justement, c'est les gens, toutes ces histoires que j'ai entendues sur la Grande Motte, des gens, parce que j'avais rencontré des gens, et puis finalement après en parlant un peu, j'avais toujours tous ces a priori sur cette ville, des gens qui, moins ils la connaissaient et plus ils la détestaient, et plus ils la connaissaient, plus ils l'aimaient. Je trouvais ça assez étonnant, et je me dis finalement que ça représente bien l'architecture moderne aussi, c'est qu'on passe son temps à avoir des a priori dessus, et finalement, moi j'ai un ami qui habite à une tour, et quand je suis là dans le 19e, il me dit oui j'ai une tour mais elle est bien. Je me dis mais pourquoi elle ne serait pas bien, enfin, moi j'adorais, ça ne coûtait pas aussi cher d'habiter dans une tour, c'est formidable d'habiter dans une tour. Mais tout de suite, ça veut dire qu'il y a toujours ce côté, il y a un problème, c'est pas la vieille maison, voilà, enfin, mais donc je suis retourné, alors que j'avais tourné au mois de janvier, ces images-là, je suis retourné fin août, 3 ans après, sans caméra, mais avec du son, pour enregistrer tous les gens que je rencontrais, que j'avais rencontrés à la Grande Motte. Alors c'était à la fois des commerçants, des retraités, des gens qui habitaient là, il y avait toutes sortes de personnes. Ce qui m'intéressait énormément, c'est que je voyais évidemment des gens qui défendaient aussi leur ville, comme si elle a tellement été attaquée qu'ils avaient plus de fierté que d'autres gens qui habitaient dans des villes pas très loin. Et à chaque fois que je rencontrais des gens qui avaient une vingtaine d'années, par contre, je leur demandais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites là, Les 3/4 n'avaient pas regardé ce qu'il y avait autour d'eux. Je dis, mais il me dit, bah, je sais pas, c'est une ville, ils étaient venus, les copains, camper, la plage. Et je dis, mais je sais pas, c'est une pyramide quand même, on ne voit pas partout. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Et quand il les avait remarqués, il détestait. Parce qu'il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je me suis dit, c'est bien, il y a des choses à raconter là-dessus. Et donc, j'ai enregistré le son. Et au bout d'un moment, quand j'ai monté le film, je me suis aperçu, j'avais tourné évidemment énormément d'images, et là, je me suis rendu
chose, et c'est ce que le film j'ai fini par faire, c'est que je montre le film dure 20 minutes, je ne sais pas, il doit avoir 50 plans, ce qui est très peu. C'est-à-dire qu'il y a très peu de plans, simplement parce qu'il y a un rapport entre le son et l'image qui est, si on veut écouter les choses, l'image est toujours plus forte que le son. Du coup, je voulais calmer l'image au maximum et qu'on puisse vraiment décrypter et regarder les choses, et que le son avance plus vite en fait que l'image. Donc il n'y a pas, le rapport est assez différent entre les deux. Que par exemple dans le film sur Biba, ou même si c'est des films qui sont assez lents. Et c'est vrai que j'ai pas fait de film réellement avec un rythme assez rapide, parce que de toute façon ça se prête assez mal, je trouve, pour filmer l'architecture. Voilà, et puis d'ailleurs quand ça se fait pas, on voit que c'est assez catastrophique parce qu'on essaie de montrer, de rythmer justement. Et là ça recommence, on commence à rythmer les choses, à mettre de la musique partout et à dire, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas vous embêter. Et voilà, je vous remets tout dedans. Voilà, madame, merci. Au revoir. Au revoir. C'est la grande mode quand même. Ça, c'est la carte postale que je vends le plus souvent depuis cette année. C'est une vue d'ensemble de la Grande Motte, hein, c'est la vue aérienne des immeubles en fait, hein, parce que c'est une vue d'ensemble. On voit la mer, les étangs, la Grande Motte. On voit beaucoup plus de photos d'immeubles que de photos de la mer. Voilà, ça, pour moi ça a été la découverte, et pour moi c'est ce qui raconte en fait toute la vie, tout le paradoxe, enfin, ça raconte tout ce qu'elle vit. C'est que les gens ne vont pas, personne ne va, enfin très peu de gens vont là-bas pour l'architecture, enfin, surtout au mois d'août. Et pourtant, l'image qu'ils veulent envoyer aux autres, c'est une image d'immeuble et une vue aérienne, c'est-à-dire la vue violente peut-être de la Grande Motte, c'est-à-dire c'est là où on voit la densité, il n'y a pas de perspective, on voit les choses qui sont... Et je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'on a envie de montrer ça. Alors il y a plein de photographes ici, de coucher de soleil, justement, de scènes bucoliques, de sauvages, parce que c'est très sauvage, et les gens d'ailleurs adorent que ce soit très sauvage, mais ils ne veulent pas montrer ça. Et je me disais, finalement, cette image-là, elle remporte tout, c'est-à-dire que les gens se disent, moi je suis à la Grande Motte, je ne suis pas n'importe où, parce que le coucher de soleil, tu l'auras n'importe où, en Bretagne, ou je sais pas, mais là, c'est ici et nulle part ailleurs. Et quelque part, ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, tiens, c'est-à-dire que les gens acceptent aussi cette architecture-là, même s'ils ne le disent pas, mais finalement ils l'acceptent. Il y a des cartes comme celle-là, où il y a plusieurs paysages dessus, mais c'est toujours les immeubles, là c'est toujours les immeubles. C'est le moyen de faire danser la Grande Motte. Il vaut mieux pour son 4 heures. Mais c'est toujours cette idée du mouvement, et je trouve que dans le mouvement, on arrive à quand même à être dans les lieux, enfin, être en avant. La Grande Motte est en quelque sorte un lieu saint. Les hommes et... Alors ça, c'est juste, j'avais mis une phrase de Balladur avant le film, enfin au début du film, et une phrase à la fin, parce que je trouvais qu'elle parlait très bien de pourquoi les femmes viennent y adorer le soleil. C'est là une religion vieille comme le monde qui, de nos jours, connaît un regain de ferveur. Tous les ans, une foule de pèlerins se met en marche vers le sud, dès le début de l'été. Hommes, femmes, enfants, vieillards descendent s'unir à la mer et au soleil. Et nous avions l'habitude d'aller à Palavas-les-Flots. Et mon mari me dit, oh, mais il y a une station super qui est en train de se créer. J'ai vu, c'est super. Alors on est venu avec nos 5 enfants. On est monté au 7e étage de la Grande Pyramide, alors qu'elle était en construction. Nous avions équipé avec des casques. On a dit, cette vue est super, on achète.
Et les promoteurs ont été très très surpris qu'on puisse acheter un appartement en 10 minutes. Je pense que ça a dû être décrié pas mal en Belgique, et encore sans doute. Non, moi ça me va, c'est un peu des choses différentes. C'est peut-être un peu plus populaire, et alors c'est pas s'intromper. Et puis populaire, c'est pas une gros mot, tu vois, c'est bien populaire. La masse des gens, c'est populaire, c'est la populace. Bon, j'ai pas du tout cet a priori là, tu vois, quand je passe à la ski, alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être parce que j'étais pas venu, parce que j'ai pas vécu là une semaine, mais j'ai pas du tout cet a priori de cité dortoir, bord de mer, franchement. Au contraire, moi, quand je pensais Grande Motte, je pensais presque un petit peu huppé, tu vois. Bon, c'était mon a priori. Pour moi, c'était vacances de masse, mais pas dans mon sens du terme, et c'est justifié par ce que je vois. Ouais, mais tu vois, moi non, parce que moi, je voyais pas ça. C'était un a priori, je veux dire. En fait, on aura fait les deux sites bétonnés par excellence, on a fait Flaine, et c'est installé. C'est vrai qu'en plus, c'est ça, c'est station, Flaine, c'est un peu particulier comme station. Mon père avait acheté en 67 sur plan. Et notre appartement a été livré en 68, 13 jours. En gros, il y avait un autre moment que je voulais vous montrer, mais... donc voilà, ça c'est une autre manière finalement de montrer un peu l'architecture par rapport aux films qu'on regardait, c'est-à-dire de trouver, et moi ce qui m'intéressait c'était qu'au bout d'un moment on se sente au milieu de la ville, c'est-à-dire qu'on ne la regarde pas, on est avec les gens. Et là, on n'est plus du tout dans le décryptage réellement. Je n'ai jamais essayé de faire coller exactement ce qui se disait par rapport aux images, c'est-à-dire qu'on doit l'évoquer, c'est plus une évocation, mais autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que le rythme, contrairement à cette partie-là, je vais vous montrer parce que... L'œil n'est pas habitué à voir des architectures aussi un peu bouleversantes comme ça. Finalement, l'architecture n'est pas trop mal. La mer, c'est pas terrible. La plage est moyenne. Mais malgré tout, c'est un grand dépaysement, nous qui venons de la Drôme. Et vous savez combien la mer représente une forme de rêve chez les enfants et les grandes personnes. Finalement, la personne que j'ai trouvée la plus qui détestait cet endroit, qu'on entend un moment dans le film, c'est une architecte qui dit, c'est une conversation que j'avais surpris dans un restaurant et que je trouvais incroyable, c'était, il faisait un congrès de bridge, parce que au mois de janvier, en plein palais du congrès, donc ils arrivaient de partout, et au restaurant, je les entends la femme était en train de dire, cet endroit est horrible, parce que moi, quand je sors de chez moi, pour aller en vacances, j'aime bien ne pas de rien voir et être dans un endroit sauvage. D'ailleurs, quand je suis sorti hier, j'ai marché et puis j'ai vu des flamants roses et tout ça, c'est ça que je veux voir. Et elle n'était pas, elle ne s'apercevait pas, j'ai entendu, je lui ai dit après, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable que vous, en tant qu'architecte, vous ne voyez pas ça. C'est que dans la même phrase, vous dites je sors de mon immeuble et je vois des flamants roses en pleine campagne. Donc il y a un moment, il faut accepter l'idée que c'est un endroit très sauvage et que justement on est dans la ville et qu'on se retrouve totalement projeté d'un autre monde en quelque part. Et que ça va contre ce qu'on peut trouver justement sur les Côtes d'Azur, qu'on trouve dans plein d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on va trouver 2-3 maisons là, on n'est jamais tout seul. À la Grande Motte, on peut être réellement tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis à la fin du film, ce
ce texte enfin c'est tiré d'un texte de Balladur que je trouve très, très beau. Ça marche sur l'idée contradictoire que les gens ont. C'était, je n'arrive pas à le faire mais c'est pas grave, c'est Balladur dit il fallait rassembler dans une vie deux idées complètement contradictoires, c'est-à-dire l'idée que les gens ont envie d'être ensemble, de faire des choses et de se regarder ensemble, et dans la seconde d'après, on veut être tout seul et seul au monde. Et je trouve que là, voilà, ça résume bien la grande botte, et de ce que aussi les gens ont raconté de ça. Je suis retourné après, justement pour une série, c'était un peu le hasard, une série pour le public Sénat, sur l'aménagement du territoire. L'idée de la série, c'était de prendre les grands endroits emblématiques du XXe siècle et on retourne voir, X temps après, savoir si ça a marché, quel était le rêve du début et est-ce que ça a marché. Alors, il y a eu plein d'endroits comme ça, dont la Grande Motte. Alors évidemment, c'est une copine qui veut le faire. Moi, je suis cadreur parce que je fais de la caméra et je lui dis, si tu veux, on le fait ensemble parce que je connais un peu là-bas et on va aller vite parce que j'ai tourné ça. Donc on a refait un film, c'était assez étrange pour moi de retourner là-bas en refaisant un film qui cette fois-ci avait une approche beaucoup plus journalistique et beaucoup plus, moi qui m'intéressait évidemment beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on doit juger, c'est pour ça qu'il y a un regard journalistique dessus, la valeur des choses en rencontrant des gens qui peuvent donner un baromètre de cet état-là. Donc on va voir évidemment le maire, les gens qui ça parle de problèmes économiques, des choses comme ça. Évidemment, l'architecture passe en retrait. D'ailleurs, c'était le premier film de la série qu'on a fait, et les gens de la chaîne ont dit c'est très bien, mais il faut arrêter avec l'architecture. Donc ça m'a raconté. Moi, j'ai fait le deuxième, qui était sur les arcs, donc une station de ski. Et évidemment, quand je me suis aperçu qu'il y ait les deux femmes qui gagnent chien ne connaissaient pas Charlotte Perriand, je me suis inquiété. Et quand j'ai vu, ils ont vu le film, ils ont c'est un peu du tout. Du coup, on a encore retiré évidemment l'architecture pour parler du prix du mètre carré dans le studio. Là, je me suis dit, ça suffit, je vais arrêter de les réaliser. Enfin, je peux en réaliser, j'ai commencé à les cadrer avec des amis qui faisaient les films. Comme ça, c'est eux qui allaient à la confrontation. Quand ils allaient même plus à la confrontation avec la chaîne. Et moi, j'avais plus envie justement de faire ces films où il ne faut pas trop montrer l'architecture parce que ça ennuie les gens, il vaut mieux leur parler de... Ça fait attention aux grands travaux. C'est d'ailleurs une série qui est intéressante parce qu'on a fait Sergi Pontoise, on fait le pont le viaduc de Millau, le Disneyland qui a été fait, Sophie Antipolis, enfin, voilà, le barrage de Tignes, c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement personne, on s'aperçoit d'ailleurs que la série est à chaque fois renouvelée, ça fait 2 ans maintenant que ça existe, il y en a un parce que c'est intéressant aussi parce que ça donne aussi autour d'un aménagement d'un territoire, ça donne aussi des positions. Alors moi en tant que réalisateur, c'est des choses parfois que je n'ai pas envie de faire, mais qui sont en tout cas intéressantes à titre informatif et de voir parce que justement, ça montre bien comment l'onde qui s'est propagée autour d'une usine, à La Hague par exemple, qu'est-ce que ça donne de La Hague, autour de La Hague, comment on vit avec cette usine. Il y a un autre film que j'avais fait qui était un peu différent, c'était un film à partir d'un bâtiment de l'atelier de Montrouge. Il y avait une grande exposition qui avait été faite à la Cité de l'Archive sur l'atelier de Montrouge il y a 3 ans. Et on avait fini le film à ce moment-là. Et c'est l'histoire d'une tour de bureau qu'il y avait ici, les Moulineaux. Et cette tour de bureau a été construite en partie un petit bâtiment dans les années 60 et à la fin dans les années 70.
il se trouve que Bouygues avait racheté le terrain et a détruit cette tour pour faire une autre tour. Mais moi, avec Gérard Cornouer, un des architectes de la Montrouge, on s'est dit ce bâtiment était intéressant parce qu'il avait été fait pour le système informatique d'EDF au début des années 60. C'était là où on commençait à faire rentrer des ordinateurs. Donc il y avait un premier bâtiment qui avait été fait avec des ordinateurs qui étaient grands comme cette pièce. Donc du coup, l'architecture devait prendre en compte qu'on devait faire rentrer des grosses machines dedans. Et même le sol avait été consolidé tellement c'était lourd pour porter ces ordinateurs. Et évidemment, ça s'est développé, ça a marché de mieux en mieux, donc ils ont construit la tour à côté, plus moderne, avec des ordinateurs qui étaient déjà plus petits, avec les rouleaux, plus les machins. Et puis au bout d'un moment, l'informatique s'est encore développée, et cette fois-ci les ordinateurs sont plus au rez-de-chaussée dans les grandes machines, mais ils montent dans les étages. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a son PC au conseil. Mais du coup, ça ne veut plus dire la même chose au niveau de l'architecture et que eux, ils avaient prévu un certain nombre de choses, mais pas tout. Bon, ils avaient fait aussi ces plateaux, ces grands plateaux qui peuvent se déplacer avec les murs qui se déplacent. Sauf que maintenant, voilà, c'est un bâtiment qui était très bien, en très bon état, très solide, et on détruit. Donc on détruit 30 ans après, maintenant, des bâtiments qui marchent, enfin, qui tiennent debout. Donc ça a posé cette question-là, de savoir comment, d'abord ça raconte l'histoire de l'évolution de l'informatique, de l'évolution des gens qui travaillaient dedans, parce que quand on rentrait à EDF dans les années 60, dans les années 70, c'était des gens qui arrivaient de leur village, ils venaient, de leur village d'ailleurs, mais souvent qui n'avaient aucune formation, et tout d'un coup qui commençaient à distribuer le courrier dans les bureaux, et puis ils montaient en grade, et puis ils devenaient responsables, et puis il y avait tous les aménagements qu'ils avaient prévus justement dans ces bâtiments-là, c'était de dire on est chez EDF, donc il y a plein de choses à côté, il y a des salles de sport, il y a des salles de spectacle, ils montaient des ateliers en permanence, il y avait une vie parallèle par rapport à la vie de travail, qui avait été dès le début pensée dans l'architecture. Évidemment, toute cette partie-là s'est détériorée, et il raconte qu'à un moment donné, il commence à voir des gens qui n'ont rien à voir, qui sortent des écoles de commerce, qui viennent commencer, ils arrivent avec leurs ordinateurs, ils commencent à bouleverser en fait toutes les habitudes, et finalement toutes les habitudes ont été tellement bouleversées, l'ordinateur aussi, enfin bref, que l'immeuble se fait détruire. Donc symboliquement, ça racontait quand même des choses sur l'évolution du travail, sur l'évolution de l'informatique, sur l'évolution de l'architecture, où tout d'un coup, une architecture qui est très datée, voilà, 70, va être remplacée par une architecture très datée 2010. Et moi, ça m'intéressait aussi parce que j'avais, pour la première fois, un architecte qui regardait son bâtiment en train de se faire détruire. Donc il y a aussi quelque chose d'assez violent et assez intéressant, c'est-à-dire au lieu de montrer des choses qui se font, de montrer quelque chose qui se défait. Mais ça parle aussi d'une manière plus sociale aussi de qui habite dedans. Le film s'appelle Ce bureau, toute une vie. C'est-à-dire c'est à la fois la vie du bureau et la vie des gens, enfin la vie d'un bâtiment, mais la vie des gens qui ont passé leur vie dedans et qui voient aussi, c'est comme dans les habitations, ils voient un pan de leur vie qui s'écroule petit à petit. Et ce que je voulais vous passer, c'était à propos du bunker, c'est du marché. Qui est le film sur l'église de Claude Parent. Alors ça c'est pareil, c'était un film, quand je l'ai fait comme un court-métrage, c'est-à-dire que je l'ai financé, voilà, il y avait la ville, un peu la région, et puis bon, c'est pas un film qui a coûté très cher, mais je l'ai tourné en pellicule. Je l'ai tourné en 98, à la fin des années 90. Et j'aurais pu le tourner en vidéo, mais évidemment j'ai voulu le tourner en pellicule parce que dedans, hormis le grain qui a l'image qui est beaucoup plus intéressante pour moi, il y avait aussi cette partie de contrainte dedans, c'est-à-dire que dans
pellicule, d'abord, on ne va pas tourner pendant des heures, on va commencer à réfléchir, on économise finalement, donc on réfléchit plus, et ça nous met dans une position où tout est plus lent, où on tourne, voilà, il faut faire plus de démarches, tout est plus compliqué. Du coup, ça nous oblige à penser autrement que ce qu'on fait d'habitude dans beaucoup de films. Quand j'ai fait le film, je l'ai filmé un peu moins, donc j'avais 13 minutes, j'avais évidemment beaucoup moins d'images que ce que j'avais fait à Bilbao. Ça a quand même rien à voir. Enfin, moi, personne ne m'avait demandé de faire ce film, c'est moi qui voulais le faire, personne n'attendait, du coup, je n'avais pas de contrainte. La seule chose, c'était que quand Claude Parent et Yves Rigaud voient le film, qu'ils reconnaissent et leur bâtiment et ce qu'ils racontent dedans, parce que je savais justement ce que ça pouvait raconter, mais aussi je demandais à Claude Parent en permanence des précisions sur certaines choses, en disant pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça. Voilà, et j'ai écrit tout le texte en lui posant des questions ou en lui donnant mes interprétations pour qu'il me dise si ils étaient vrais. Je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment, enfin si vous êtes déjà allé à Nevers, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'avais voulu montrer là. C'est-à-dire que c'est dans une zone pavillonnaire de la ville, donc c'est un côté extrêmement banal dans tout son... Et eux savaient, même si il y avait plein de terrains dans les années 60 encore qui étaient libres, ils savaient que ça allait être rempli comme ça. Donc ils savaient qu'ils allaient mettre une espèce presque une dérive, enfin, quelque chose au milieu d'un contexte finalement qui était hostile aussi à un bâtiment comme ça, qui se ferait refuser par